C'est l'actualité, chers téléspectateurs, qui va commander mon sujet du jour, puisque à l'occasion de l'exposition qui se tient au château de Chantilly et qui est consacrée au Grand Condé, eh bien c'est de ce personnage, de cette figure très importante du grand siècle que je vais vous parler aujourd'hui. Le Grand Condé, passé à l'immortalité à travers l'oraison funèbre que lui a consacré Bossuet, personnage en même temps ambigu, chef de guerre d'exception dans sa jeunesse, ensuite rebelle contre l'autorité royale, à la tête de la fronde des princes, chef de guerre qui trahit même la France, c'est ainsi que cela sera perçu ultérieurement quand il met son épée au service de l'Espagne, avant de se réconcilier avec Louis XIV. Mais il ne faudrait pas juger le personnage à travers des critères d'aujourd'hui ou ceux de l'histoire nationale ou nationaliste telle qu'on l'a conçue au XIXe siècle. Ce serait anachronique de lui reprocher ainsi un certain nombre de choses. Et comme l'explique très bien Emma de Mester dans un article qu'elle lui a consacré dans la Nouvelle Revue d'Histoire, c'est un homme d'une époque charnière, celle des derniers feux d'une aristocratie attachée à son indépendance et à ses droits, mais dont l'idéal sera ruiné par l'absolutisme administratif. Cela résume parfaitement le contexte général de l'époque. Alors ce personnage, c'est Louis II de Bourbon-Condé. Il est né à Paris en 1621. Son père est le troisième prince du nom, héritier d'une lignée de chefs protestants pendant les guerres de religion. C'est un prince de Condé qui est à la tête du parti protestant, qui sera tué d'ailleurs à la bataille de Jarnac. Son père va avoir quelques problèmes avec Henri IV, avec le ver galant, car celui-ci s'intéresse d'un peu trop près à son épouse Charlotte de Montmorency. C'est un épisode assez connu. Son père sera l'objet de la méfiance de Louis XIII, mais finalement, à la fin des années 1620, il va se rallier à l'autorité royale et il va aussi se rallier à la religion majoritaire. C'est aussi au catholicisme, c'est-à-dire au catholicisme. Beaucoup de personnalités de l'époque en feront autant. On pense notamment à Turenne, qui est l'autre grand chef militaire de la période. Le père du Grand Condé était un héritier présomptif de la couronne comme descendant de Saint-Louis, appartenant à la lignée de Bourbon, et il s'attache évidemment à donner à son fils une éducation susceptible de lui ouvrir les perspectives les plus remarquables. Il va enlever l'enfant à sa mère pour l'éduquer sur ses terres en Berry. Il va l'envoyer au collège de jésuites de Bourges, dont le jeune garçon va sortir à l'âge de 14 ans avec une formation intellectuelle de très haut niveau. Ce sera un homme de culture. Nous le retrouverons comme mécène dans son domaine de Chantilly ultérieurement. Mais ce jeune homme, on va lui donner aussi, c'est le fait de son ordre, de la noblesse, on va lui donner une formation militaire à l'Académie militaire de Paris à partir de 1637. Et puis son père va le marier à Clémence de Maillé-Brézé, qui est une nièce de Richelieu. Il s'agit en quelque sorte de l'insérer dans la clientèle du cardinal ministre pour assurer son avenir dans les meilleures conditions. Le jeune Condé était amoureux de Marthe du Vigan, mais il va en quelque sorte accepter les décisions paternelles et va se trouver de fait lié au cardinal ministre, à l'homme fort de la monarchie française d'alors. Cette monarchie française, on le sait, depuis 1635, elle est engagée dans la guerre de 30 ans.
On est passé à cette date de la guerre couverte que menait le cardinal contre les impériaux et contre l'Espagne à la guerre ouverte. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 22 ans, il est vraiment tout jeune, il va se trouver à la tête de l'armée de Picardie. Et le 19 mai 1643, eh bien, il va remporter la splendide victoire de Rocroi. Ce sont les tertiaux espagnols du marquis de Fontaine qui sont vaincus grâce à une manœuvre tournante tout à fait remarquable, décidée par le jeune homme, qui va remporter là une victoire décisive au moment, il faut le dire, où Louis XIII vient de mourir, quelques mois après que Richelieu lui-même eut disparu. Donc dans un moment décisif, bien sûr, pour l'histoire du royaume. Il va ensuite s'illustrer en Allemagne avec Turenne, notamment lors de la bataille de Nordlingen en 1645. On va le voir s'emparer de Dunkerque en 1646. Certes, il échouera lors du siège de Lérida en Catalogne, mais il va remporter une magnifique victoire sur les Espagnols à Lens en août 1648, et c'est une victoire qui va décider dans une large mesure de l'issue des négociations engagées à Münster et Osnabrück, et qui aboutiront la même année 1648 à la conclusion des traités de Westphalie, à l'avantage de la France. C'est un jeune homme donc à qui tout semble sourire. Certains voient en lui un nouvel Alexandre, ce qui évidemment suscite chez lui un orgueil considérable. Son père étant mort en 1646, il est devenu, alors qu'il était duc d'Enghien, il est devenu prince de Condé, connu sous le nom de Monsieur le Prince, c'est un prince du sang, membre du Conseil royal, gouverneur du Berry et de la Bourgogne, et c'est quelqu'un qui se retrouve avec de fortes ambitions dans le contexte de la régence d'Anne d'Autriche, qui va être une période évidemment difficile pour la monarchie. Or, il représente un pouvoir considérable du fait de ses possessions territoriales, du fait de la clientèle nobiliaire qu'il a su réunir autour de lui. Alors, dans un premier temps, il est confronté à la Fronde. En 1648, c'est la Fronde parlementaire. Certains viennent le contacter, notamment le coadjuteur de l'évêque de Paris, Paul de Gondi, le fameux cardinal de Rais, qui voudrait l'entraîner dans la révolte. Mais Condé s'y refuse, demeure loyal par rapport à la régente, et même va mettre son épée à son service. Il va organiser le blocus de Paris, et on va arriver ainsi à la paix de Rueil, qui permet donc à l'autorité de la régente de se rétablir. Mais Condé ne va cependant pas en rester là. Il a le sentiment qu'il a joué un rôle décisif pour sauver en quelque sorte la monarchie, et poussé par certains de ses proches, notamment sa sœur, la duchesse de Longueville, eh bien, celle-ci lui explique qu'il devrait être le maître de la cour au lieu d'être un valet du cardinal Mazarin. Alors voilà de quoi éveiller des ambitions considérables. Condé est mécontent de ne pas être considéré comme il devrait l'être après avoir ainsi sauvé le trône, selon lui. Alors il se retire sur cette terre de Bourgogne pendant un temps, puis il revient à la cour, extrêmement arrogant, extrêmement sûr de lui, en dénonçant le cardinal Mazarin, un roturier italien, selon lui. La régente Anne d'Autriche, c'est l'espagnol. Quant au jeune Louis XIV, eh bien, ce n'est encore qu'un enfant. Donc il a le sentiment qu'un boulevard s'ouvre devant lui pour jouer un rôle de plus en plus important. Alors, ensuite, en janvier 1650, la régente, qui s'inquiète évidemment de ses ambitions, le fait arrêter avec son frère Armand, prince de Conti, et également avec son beau-frère, le duc de Longueville. Ils vont se retrouver emprisonnés à Vincennes, ce qui va déclencher la Fronde des Princes. La Fronde des Princes, la duchesse de Longueville elle-même va se rendre en Normandie pour essayer de soulever la province. L'épouse du Monsieur le Prince, l'épouse de Condé, va avec succès tenter de soulever la Guyenne et Bordeaux contre l'autorité royale. Pendant ce temps-là,
Il est transféré, lui, de Vincennes au Havre, avec ses codétenus, mais c'est Mazarin lui-même qui décide cependant de les libérer. Mazarin qui se met à l'écart pendant quelque temps, convaincu que le temps travaille pour lui, puisque la jonction des deux frondes, parlementaire et nobiliaire, selon lui, aboutira forcément à un échec. C'est dans ce contexte qu'en 1651 intervient la majorité de Louis XIV, qui n'a alors que 13 ans. Condé est toujours dans la rébellion, soucieux de se voir reconnu à sa juste valeur, et cela le pousse même à entretenir des contacts avec l'Espagne du roi Philippe IV, l'adversaire de la France, puisque les traités de Westphalie n'ont pas mis fin au conflit avec l'Espagne. Il faudra attendre 1659 et la paix des Pyrénées pour que la paix survienne. Donc la lutte reprend entre Condé et ses partisans d'un côté, le parti royal de l'autre, avec des résultats incertains. Le combat de la porte Saint-Antoine se termine sur une sorte de match nul. En effet, la grande mademoiselle, la fille de monsieur le duc d'Orléans, a fait tirer au canon depuis la Bastille sur les troupes royales de Turenne, ce qui a empêché la victoire de celle-ci, et Condé peut se maintenir dans la capitale, mais avec un point cependant à signaler, c'est qu'il est assez impopulaire dans le peuple, justement. Il y a une clientèle nobiliaire qui le suit, mais le peuple de la capitale n'est pas dans cet état d'esprit. Finalement, Mazarin et le jeune roi vont promettre une amnistie aux Parisiens s'ils se désolidarisent des rebelles. Et dans ces conditions, eh bien, Condé va se trouver isolé, désavoué. La cour va rentrer triomphalement à Paris en octobre 1651, et Condé n'a plus qu'une issue, c'est de fuir aux Pays-Bas espagnols. Et là, il va devenir généralissime des armées espagnoles. Il va reprendre Rocroi, ce qui, pour la petite histoire, est assez intéressant. Il va s'enferrer en quelque sorte dans cette posture, alors que sa sœur, la duchesse de Longueville, a fait amende honorable, alors que Conti, son frère, épouse une nièce de Mazarin. Lui persiste et apparaît comme un perturbateur de l'ordre public et comme un traître à la patrie. C'est ainsi qu'il est désigné à l'époque. Il va être ainsi condamné, privé de ses charges et de ses honneurs, privé de sa fortune, de son nom de Bourbon et de sa qualité de prince du sang. Le voilà donc réduit à l'exil et rejeté, n'est-ce pas, par une France qui ne se reconnaît plus en lui. En plus, il est à Bruxelles, aux Pays-Bas espagnols, et il agace et il indispose beaucoup ses hôtes, parce qu'il manifeste une certaine arrogance. Il est encore une fois extrêmement sûr de lui, extrêmement orgueilleux, et tout cela en plus va mal se terminer. En 1658, la victoire des Dunes, remportée par Turenne contre lui, conclut en quelque sorte la guerre avec l'Espagne, et l'année suivante, la paix des Pyrénées sera négociée et conclue sur la Bidassoa, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et dans la négociation de cette paix des Pyrénées, le sort de Condé va occuper une place importante, parce que le roi Philippe IV d'Espagne ne voulait pas l'abandonner complètement à la vindicte de Louis XIV. Alors donc on va décider de lui laisser les moyens de tenir son rang, mais on va le priver d'une partie de sa puissance territoriale et l'empêcher de pouvoir se construire une nouvelle clientèle nobiliaire. Nous sommes au moment, de plus, où Louis XIV va entamer son règne personnel en 1661, à la mort de Mazarin, et on sait quelle tonalité il entend donner à ce règne, une tonalité autoritaire, et évidemment, pour Condé, c'est forcément la perspective de la soumission, ce qu'il accepte quand le roi lui offre son pardon. Il va rester désormais loyal au souverain, il réfléchit surtout et il pense surtout à la carrière de son fils, qui ne doit pas être en quelque sorte compromise par ses relations compliquées ou conflictuelles avec Louis XIV.
Il va participer à la guerre de dévolution, la première des grandes guerres du règne de Louis XIV, livrée contre l'Espagne. Et à cette occasion, il va conquérir la Franche-Comté, qui ne sera pas conservée cette fois-là, mais il va conquérir la Franche-Comté, donc il renoue avec la gloire militaire. On le voit de nouveau aux premières loges lors de la guerre de Hollande, et c'est lui qui décide de la victoire de Senef, en particulier, en un moment assez critique. Donc il renoue avec son prestige militaire, avec l'image qu'il avait de général vainqueur, mais le poids des ans commence à se manifester, il est frappé par la goutte, par la gravelle, et il se trouve ainsi assez handicapé. On connaît la séquence célèbre où il se rend au château de Saint-Germain et monte le grand escalier pour aller rencontrer Louis XIV, et il le fait assez péniblement, du fait de ses diverses maladies, et le roi de lui dire: mon cousin, quand on est à ce point chargé de lauriers, on ne peut marcher vite. Voilà. Alors, il va se consoler, si l'on veut, avec son domaine de Chantilly qu'il va aménager comme un petit Versailles, mais Louis XIV n'y voit rien à redire. Il avait été très hostile aux entreprises de Fouquet à Vaux. Condé, à Chantilly, va pouvoir organiser son domaine comme il l'entend. Et c'est un travail absolument énorme, parce qu'il faut détourner des rivières, assécher des marais. Alors il fait appel aux meilleurs artistes du temps, à Mansart, à Lenôtre pour l'organisation des jardins. C'est un deuxième Versailles en quelque sorte. Et en avril 1671, Condé peut même organiser des fêtes en l'honneur de Louis XIV qui vont durer 3 jours. Et Louis XIV, contrairement à ce qu'avait été son attitude à Vaux-le-Vicomte vis-à-vis de Fouquet, va trouver tout cela très bien. Il a bien compris que Condé ne représente plus un danger politique comme ce pouvait être le cas 20 ans plus tôt. En tout cas, il va organiser là une cour tout à fait originale qui va retenir son intérêt jusqu'à la fin de sa vie. Condé va en effet être un grand mécène parmi les grandes personnalités de son temps, comme l'avait été Fouquet, comme l'avait été Mazarin avant lui. Il va accumuler un certain nombre d'œuvres, de tableaux notamment, beaucoup d'œuvres des Pays-Bas, parce qu'il avait eu l'occasion de s'intéresser à la peinture flamande et hollandaise pendant son séjour à Bruxelles. Il va réunir des tableaux de Van Dyck, de Bruegel par exemple, de Gérard Doux, d'Antonio Moro. Il va également s'intéresser aux Italiens, puisqu'il va réunir des œuvres de Titien, de Véronèse, du Guerchin, et puis également des œuvres de peintres contemporains français, qui sont les peintres officiels en quelque sorte à l'époque, comme Lebrun ou Mignard. Mais s'il s'intéresse aux arts, s'il apparaît comme un collectionneur, comme un mécène de premier plan, Fouquet est également un grand lecteur. J'ai évoqué tout à l'heure sa formation chez les Jésuites. C'est un esprit cultivé, c'est un esprit curieux. Il va accueillir donc des hommes comme Furetière. Il va entrer en contact avec Spinoza, qu'il aurait souhaité faire venir même à Chantilly. Il accueille Corneille, Molière, également Racine et Boileau, les deux historiographes du roi. À propos de Molière, il s'engage tout à fait dans la querelle du Tartuffe en faveur de l'auteur de la pièce, alors que la querelle bat son plein entre 1664 et 1669. Il va accueillir également à Chantilly La Fontaine et La Bruyère, La Fontaine qui avait été jadis un protégé de Fouquet, et ce rôle de mécène, il sera poursuivi, il sera continué par son fils Henri Jules, qui lui succédera comme prince de Condé. Condé, durant toute cette période, est tout à fait hostile au parti des Vaux, qui joue un rôle considérable désormais et qui va s'imposer complètement à la cour avec le mariage de Louis XIV et de Madame de Maintenon ensuite.
Quand il va mourir en 1686, Louis XIV va reconnaître avoir perdu, dit-il, le plus grand homme de son royaume. Il n'était pas rancunier et il lui a reconnu donc cette qualité. L'enterrement, les obsèques de Condé vont être l'occasion d'une grandiose pompe funèbre, sans doute la plus importante du règne. Il est mort à Fontainebleau en décembre 1686, à 65 ans. Eh bien, des funérailles seront organisées à ce moment-là, avec l'archevêque de Sens. Le dépouille sera transformé à la nécropole familiale de Valery, mais c'est le 10 mars 1687 qu'a lieu à Notre-Dame de Paris une véritable cérémonie d'envergure organisée par un jésuite lyonnais avec une pompe tout à fait extraordinaire, comparable à celle que l'on avait mise en œuvre à l'époque de l'enterrement de Turenne, de la mort de Turenne, et à l'époque de la mort de la reine Marie-Thérèse. Et cette pompe funèbre, elle est illustrée notamment par l'oraison funèbre de Bossuet, mais quelques semaines plus tard, le 26 avril 1687, à l'église Saint-Louis des Jésuites à Paris, eh bien c'est le père Bourdaloue qui va formuler une autre oraison funèbre pour le cœur de Condé. Condé qui fut donc une figure majeure du grand siècle et que vous pouvez retrouver en allant voir cette exposition du château de Chantilly. Et Condé avait une tête incroyable. Bien sûr, on pense au fameux buste, ce nez d'aigle. Un beau personnage. Merci Philippe. Éric Arthur Blair. Ce nom vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, vous le connaissez. Il s'agit de George Orwell, 1984, ce roman absolument incroyable que nous vivons aujourd'hui, mais on en reparlera. Alors, Éric Arthur Blair, eh bien, en fait, il est né en 1903 au Bengale, à Motihari. Il est d'une famille de bourgeoisie moyenne et son père, tenez-vous bien, est spécialiste de la vente de l'opium, mais tout à fait officiellement pour l'Angleterre. C'était une des grandes ressources de l'Empire britannique impérial. Il naît donc aux Indes, il a deux sœurs, et très vite, la maman et les enfants rentrent en Angleterre et quasiment, il reverra très très peu son père qui lui reste et revient épisodiquement 3 ans après, 4 ans après. Donc il est élevé par sa maman et très vite, là aussi, mis en pension. Comme tout Anglais de relativement bonne famille, il va à Saint-Cyprien, qui est une très bonne école, et c'est un excellent élève, tellement bon qu'il va décrocher une bourse royale et pouvoir rentrer à Eton. Alors, de ces années de collège et de pension, il va écrire un texte assez doux amer qui s'appelle « Such were the joys » et c'est une phrase tirée d'un poème de William Blake, et évidemment c'est très ironique parce qu'il ne raconte que des choses atroces qui se sont passées pendant ces années de pension. Une fois arrivé à Eton, où on lui fait bien sentir qu'il est boursier, qu'il ne fait pas partie de l'aristocratie, eh bien là il perd complètement l'intérêt des études et il ne fiche plus rien, quasiment. Et pourtant, il a un professeur qui est à peine plus vieux que lui et qui est Aldous Huxley. Il a 23 ans, Aldous Huxley, myope comme une taupe, complètement chahuté par ses élèves, mais Orwell ne l'oubliera pas. Et il y a quand même quelque chose qui s'instaure entre ces deux hommes. Dès qu'il sort de Eton, sans avoir d'ailleurs le diplôme, eh bien, il est attiré par l'Orient, par l'Inde, dont sa mère lui a beaucoup parlé, et donc quasiment il n'a pas de souvenir. Et qu'est-ce qu'il décide ? Eh bien, de devenir soldat, enfin plus exactement policier, en Birmanie, dans la police birmane impériale, donc à cheval et tout ça. Et il va y passer 5 ans. On peut penser que c'est un bon choix, eh bien pas du tout. Il va détester ça et il va dire « j'ai passé 5 ans d'ennui au son des clairons ». Il va prendre fait et cause pour le peuple birman contre l'occupant anglais. Il va en tirer d'ailleurs un livre, une histoire birmane, où évidemment les Anglais ont une très très mauvais rôle et où les Birmans sont valeureux et ont toutes les qualités. Et puis il revient sous un vague prétexte de santé. Il faut dire qu'il n'a pas de santé non plus, George Orwell, qui n'est encore qu'Éric Blair. Et il va passer 18 mois à Paris chez une tante,
qui vit avec un des grands inventeurs de l'espéranto. Et c'est pas complètement anodin, parce que l'espéranto, ça va lui inspirer la novlangue de 1984, une langue assez appauvrie, universelle, mais sans subtilité. Là, il commence à se passionner pour les pauvres, pour le quart-monde. Il va vivre dans les asiles de nuit, il va traquer les clochards. Pour survivre, parce que la tante est gentille, mais enfin il y a un moment où c'est bon, hein, il donne quelques cours d'anglais sans grand intérêt, il va même faire la plonge dans un hôtel de luxe parisien, puis il attrape une pneumonie terrible et il est obligé de rentrer, bref, fiasco total. Ses parents lui trouvent un petit travail de prof d'anglais dans une école privée, il s'ennuie énormément, mais il commence à écrire et prend son nom de George Orwell. Alors il va écrire dans la Dèche, à Paris et à Londres, qui est une longue plainte sur les miséreux de ces deux villes, et puis il va écrire quelque chose de très curieux, qui est une fille de pasteur. Alors là, c'est une histoire encore plus folle. C'est un pasteur extrêmement antipathique, psychorigide, pas généreux, le cœur sec, qui a une fille qui un jour craque et se retrouve, on ne sait pas comment, totalement amnésique et SDF, et qui va redécouvrir la vie en tant que SDF. Une histoire pas anodine, hein. Il finit par quitter de nouvelles pneumonies, il quitte son travail de professeur, il travaille vaguement dans une librairie, il se marie, et puis surtout, il devient socialiste, mais à fond. C'est vraiment sa passion. Il croit que l'avenir du monde passe par le socialisme, que enfin ça soit la fin de la lutte des classes et que ça soit des enlevins qui chantent. Là-dessus, c'est la guerre d'Espagne. Qu'à cela ne tienne, il va s'engager, il emmène sa jeune femme d'ailleurs, il passe une nuit à Paris à discuter avec Henri Miller, qui leur dit c'est de la folie furieuse, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, mon jeune ami? Tant pis, il part quand même à Barcelone, il va rejoindre les POUM. Le POUM, c'est le Parti ouvrier unifié marxiste. Et ce sont des gens un peu rêveurs, si j'ose dire, par rapport aux autres républicains, qui sont violemment staliniens. Et d'ailleurs, il va être instructeur chez les POUM, se battre lui-même, il va même ramasser une balle dans la gorge qui passe à 2 mm de la carotide, il n'avait pas besoin de ça, il n'avait déjà pas de santé. Et il va revenir de son expérience espagnole et militaire très remonté contre le stalinisme. Il trouve que le POUM est maltraité par les staliniens. Il va écrire Hommage à la Catalogne, où il explique ça. Et puis c'est la guerre. Alors au début de la guerre, il est totalement pacifiste. Enfin, il faut surtout pas se battre. Ce sera les nantis qui tireront au profit de la guerre. Et quand il y a le pacte germano-soviétique, alors là, il se découvre patriote, violemment patriote, et il rompt avec le socialisme. Il dit qu'il s'éloigne sur la pointe des pieds. Il essaye de s'engager, mais il n'a pas de santé. Donc on lui trouve un petit travail à la BBC, qui ne lui plaît pas du tout. C'est un peu de la propagande, et il dit ça tient entre l'école de jeunes filles et l'asile de fous, donc il ne va pas y passer très très longtemps. Il va écrire beaucoup d'articles dans des journaux de gauche, il reste quand même à gauche, mais maintenant il sait qu'il est patriote et il sait que ce qu'il ne veut pas, c'est le stalinisme, encore plus que le nazisme. Donc à la fin de la guerre, d'ailleurs il va rater la mort de sa pauvre jeune femme, il s'est marié et il venait d'adopter un petit garçon, il s'en est pas beaucoup occupé, sa jeune femme meurt d'un cancer très jeune, lui est en Allemagne à la fin de la guerre, il ne la verra pas, mais il commence à écrire un livre exceptionnel qui est La ferme des animaux, qui paraîtra en 1945, et c'est une critique acerbe du stalinisme. Si vous lisez ce livre, vous reconnaîtrez Staline, Lénine, toute la bande, enfin, tous ceux qu'on n'aime pas. Et il est chroniqueur politique, il fait des allers-retours, il est très malade, il a une tuberculose, et il va, la même année, s'attaquer à 1984, son œuvre remarquable, son œuvre phare, et se remarier. Il se remarie 3 mois avant de mourir de la tuberculose. Il a dit à sa femme « Je ne veux pas être incinéré, je veux être enterré le plus près possible de l'endroit de ma mort ». Et la malheureuse va ne trouver qu'un petit village où il n'a absolument aucune attache, et il sera enterré sous son nom Eric Arthur Blair, avec ses dates, et puis c'est tout. Donc une tombe totalement anonyme dans un petit coin perdu, mais peu importe, il est devenu
le grand écrivain visionnaire, parce que 1984, repensez-y, c'est vraiment ce que nous vivons maintenant. C'est Big Brother qui is watching you, bien sûr, mais c'est aussi le ministère de la vérité, où le héros doit truquer l'histoire, doit truquer les documents historiques. Ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle quelque chose. La novlangue, la police de la pensée, là, on est en plein dedans, hein. Alors, le héros peut écrire parce que dans un coin de son appartement, il y a un coin où les caméras ne le voient pas. Mais vous savez bien que ça va très très mal se terminer, qui va finir en rééducation, qui va trahir la femme qu'il aime. C'est une horreur absolue, c'est ce que nous vivons presque maintenant. On est bien parti pour ça. Quand vous pensez que c'est un livre écrit en 1949, eh bien, ça donne vraiment à réfléchir. Il y a eu une polémique il y a quelques années contre George Orwell, disant qu'il avait dénoncé les crypto-communistes au Foreign Office. Eh bien, c'est pas impossible du tout, hein, parce qu'il était devenu violemment anticommuniste et il nous a annoncé ce que nous vivons, c'est-à-dire des lendemains qui ne chantent pas du tout. Eh bien, bravo George Orwell, well done. Alors nous allons avoir aujourd'hui un entretien un petit peu inédit, puisque nous accueillons Monsieur Jean Hilfrig et en même temps que Jean-Pierre Thurberg, bien connu de nos auditeurs. Monsieur Jean Hilfrig est éditeur en Belgique, il dirige les éditions Autrement dit, mais des éditions d'un genre un petit peu particulier. Comme l'indique leur nom, c'est dit autrement. Il y a un vieux proverbe chez les avocats qui dit « la confraternité, c'est la haine vigilante ». J'ai toujours eu à cœur comme éditeur de prouver que cette définition de la confraternité ne s'appliquait pas dans la corporation. Pour preuve, je suis très heureux de recevoir avec vous, Philippe, Jean Hilfrig. On a eu une rencontre un petit peu originale. Je me promenais dans les rayonnages des belles lettres où sont entreposés mes livres. C'est pas très poétique, et je suis tombé en arrêt, c'est l'expression, devant un CD, ou une série de CD d'un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Julien Gracq. Et en me renseignant auprès des charmantes jeunes femmes de belles lettres, j'ai appris que ces CD étaient produits par un éditeur franco-belge, disons ça comme ça, Jean Hilfrig, avec qui j'ai pris contact parce que je trouvais que ce qu'il avait fait était formidable. Il a eu la gentillesse de me faire parvenir des échantillons de sa production. Et j'ai compris que nous étions, sous des formes différentes, avec des médias différents, au service de la même cause. J'ai toujours pensé que l'idéal de l'éditeur d'histoire, c'était d'être un passeur de mémoire, et Jean Hilfrig se définit joliment comme un passeur de culture. Il était donc logique que nous nous retrouvions, et je suis heureux de l'accueillir aujourd'hui pour qu'il nous parle de tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses. Je crois que vous avez 140 titres à votre catalogue. Oui, on doit être un peu au-dessus parce qu'on a aussi des titres qui sont uniquement téléchargeables, donc on doit être pas loin des 200. J'avoue que je ne compte pas tout. C'est une belle maison d'édition. Oui, mais alors parlez-nous un petit peu de vous. Quel est votre parcours, monsieur? Écoutez, au départ, j'ai fait un peu l'équivalent d'une agrégation de lettres en France, et ensuite je suis parti plusieurs années enseigner à l'université de Barcelone la littérature francophone de Belgique et la traduction et puis de la didactique, enfin des choses comme ça. Et quand je suis revenu, ce qui me frappait, c'était la difficulté de transmettre les choses, et j'avais envie de transmettre la culture et la grande littérature par la voix d'acteurs, de bons acteurs. J'ai toujours aimé écouter des livres, et à l'époque, il y avait très peu de choses qui existaient. Je vous parle là de 1999. J'enseignais à Barcelone en 92, au moment des Jeux Olympiques. Ah oui, oui. Et donc, à ce moment-là, il y avait très très peu de choses en livre audio. La chose a changé, malheureusement, un peu de manière commerciale actuellement, qui inonde le marché. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a beaucoup de livres audio à destination des non-voyants, ce qui est une initiative tout à fait louable. Et ce qui m'a frappé, c'est quand même que
c'est la justification de l'éditeur, me direz-vous, mais la différence de niveau entre ces enregistrements bénévoles faits par des voix tout aussi bénévoles, mais pas nécessairement très professionnelles, et puis le niveau de vos productions. Je reviens à Julien Gracq, dont on parlait tout à l'heure. Vous avez édité 2 œuvres majeures de Julien Gracq sous forme audio. Le Rivage des Syrtes, qui est ce qui lui a valu le concours, qu'il a d'ailleurs refusé. Tout un chacun le sait. Et puis un livre qui m'est particulièrement cher, qui s'appelle Un balcon en forêt, qui est l'histoire, on y reviendra, de sa drôle de guerre, histoire très, très littéraire évidemment. Mais ce qui m'a frappé d'emblée, quand j'ai écouté le disque que vous avez bien voulu me donner confraternellement, c'est la qualité de la lecture. Et là, comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo. Entre quelqu'un comme Alain Carré, qui est ce comédien qui a enregistré beaucoup pour vous et un peu pour d'autres aussi, parce qu'il est très demandé, et puis la lecture qu'on peut trouver sur Internet en téléchargement gratuit, c'est le jour et la nuit. Et je dois dire que moi qui étais a priori pas très convaincu de l'intérêt de faire des livres audio, sauf cas particulier du handicap, je suis sorti avec un avis radicalement différent après avoir entendu votre Julien Gracq. Je crois, vous l'avez dit, c'est une façon de transmettre. Alors, tout le monde se plaint de ce que les jeunes ne lisent pas assez, de ce qu'on n'ait pas le temps de lire, etc., etc. Je crois que vous avez une vraie fonction. Je l'ai expérimenté. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de voitures. Et mettre un CD dans la voiture quand on a 8, 10, 12 heures de route devant soi, c'est la garantie de passer 8, 10, 12 heures magiques avec un grand écrivain ou avec un récit historique, puisque vous faites les deux. Vous faites, oui, donc aussi bien de la littérature que de la littérature historique. Alors parlons peut-être de la littérature historique. Nous sommes ici, comme vous le savez, cher monsieur, dans une émission vraiment historique, et vous avez donc des titres historiques à nous proposer. Alors, est-ce qu'on commence par celui-ci, Ma bataille de l'Èbre, la côte 666 Alors, donc, Philippe, je vous laisse en parler. C'est un document qui nous renvoie à la guerre d'Espagne, la bataille de l'Èbre, qui va être livrée en 1937. Les nationalistes ont réussi à s'enfoncer dans le dispositif républicain pour atteindre la Méditerranée à Vinaros, près de Valence, et les républicains vont tenter une contre-offensive qui permettrait de reconstituer l'unité de leur territoire. Et ils échoueront dans ce combat qui sera l'un des derniers combats des brigades internationales qui vont quitter ensuite l'Espagne du fait des accords intervenus entre les différentes puissances qui intervenaient dans le conflit. Ce qui est intéressant, c'est le témoignage. Oui, c'est le témoignage du plus jeune combattant. C'est le plus jeune brigadiste international. Quel âge ? Je ne sais plus, je pense qu'il avait 16 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Et donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qu'on ait ces idées-là ou pas, c'est pas le problème. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer le vécu de ces gens. Et aussi, je racontais, donc ils étaient dans des tranchées, et il y avait un Anglais qui écrivait ses mémoires à côté de lui, et puis à un moment donné, il voit la main qui écrivait, qui passe devant lui. On se demande comment des gens ont eu des engagements pareils et être capables de tenir le coup dans des conditions. Quand il décrit le pilonnage, c'est absolument effrayant. Et ça nous rapporte d'ailleurs un peu à celui qui vous a peut-être... Enfin, pas le plus intéressé, mais très intéressé, qui est Albert Londres, correspondant de la Grande Guerre, où on parle aussi de côte. Il y a des liens comme ça dans mon catalogue. Vous voyez, là, ce sont des brigadistes qui se battent pour la côte 666, et là, on a le défilé des troupes de Verdun, et chaque fois, Albert Londres dit, ils ont récupéré telle côte, la 354, la 353, etc. Quand on pense aux milliers ou aux dizaines de milliers d'hommes qui sont morts pour quelques arpenteurs, quelques mètres gagnés. Et quand on voit aujourd'hui notre pays, je me demande ce que diraient les poilus si nous comparaissions devant eux dans une espèce de tribunal de l'histoire. Nous sommes effectivement très loin de ces hommes qui ont mis leur peau littéralement au bout de leurs idées. Et le fait que votre chroniqueur soit brigadiste est intéressant. Quel que soit l'engagement, quel que soit le côté, des gens qui sont capables de risquer leur peau pour un idéal me paraissent mériter le... Oui, et puis c'est un témoignage pour l'histoire, de toute façon. Voilà. Ce texte a été écrit très peu de temps après la bataille. Quelle est l'histoire du texte le brigadiste, le brigadiste, c'est longtemps après. Et d'ailleurs, il y a un jeu audio, si vous voulez, qui fait que les réflexions, 50 ans après, ont une réverbération qui est différente de ce qui est écrit
écrit au jour le jour. Donc c'est un monsieur déjà âgé qui reprend ses mémoires de quand il avait 17 ans ou 16 ans, et alors il commente. Et par un jeu, parce que je salue là notre ingénieur du son, la technique est extrêmement la qualité importante. est très bonne. Voilà. Très, très bonne. Tout le monde nous le dit. Si le son est mauvais, voilà, on a un tout autre studio que le vôtre ici, mais au niveau du son, pour enregistrer quelques voix, un violoncelle, quelques instruments, on a vraiment un studio de très haute qualité avec des micros vraiment extraordinaires, et on a un type qui aime ça, et il est parvenu à donner comme ça ce décalage très intéressant. Je trouve ça important, même sur le plan du fond, parce qu'on a trop eu de mémoires qui étaient en fait des mémoires recomposées bien longtemps après, sans que rien permette au lecteur, en l'occurrence à l'auditeur, de savoir ce qui est récent et de le différencier de ce qui est écrit à l'époque. Et je trouve très intéressant ces marqueurs qui permettent à l'auditeur d'avoir toujours en perspective le texte. Même si le texte a été écrit longtemps après. Oui, mais je pense qu'il partait de carnets et de notes, oui, c'est ça. Comme le font beaucoup de mémorialistes. Et il y a donc ces réflexions 50 ans plus tard, si vous voulez, et les réflexions du moment. Et on a évidemment la différence entre un homme fait, mature, et le jeune homme qui est dans les tranchées. Qui était en plein dans la guerre. Voilà. C'était un brigadiste de quelle nationalité? Je pense qu'il est mexicain. Mais un Mexicain. Voilà, je pense. Ah oui. C'est un latino, en tout cas. Il faudrait que je vérifie. Je ne connais pas tout le... Alors, Albert Londres, voilà. Pourquoi ce choix d'Albert Londres? Bien, écoutez, alors que tout le monde se met à publier sur la guerre 14-18 au moment du centenaire, hélas, nous, on a fêté les 90 ans. Donc, ce CD a déjà 10 ans, mais il n'a pas pris une ride. Et on s'était intéressé à... Il fallait prendre 80 minutes, c'est un peu le problème du format. Oui. Donc, on a pris en gros le moment où Albert Londres débarque de Salonique, de Dardanelles. De l'armée Sarail. Il a cette expression magnifique, je quitte Sarail et je débarque chez Pétain. Oui. Voilà. Ah oui. Donc, et il dit, suivez-moi, on part vraiment au front, au jour le jour avec les poilus. Et on a pris les meilleurs extraits, ceux qui sont les plus révélateurs de tout ce passage, jusque le défilé des troupes vainqueurs de Verdun à Verdun, devant voilà, victorieuse, pardon, devant le roi des Belges, le président de la République et puis le roi des Belges. Et il a de superbes expressions, on voit toutes ces divisions qui défilent, et chaque fois Albert Londres dit le roi des Belges salua, le roi des Belges salua. Donc il rend compte essentiellement là de la bataille de Verdun. Oui, et d'autres batailles mais aussi. Pas seulement. Il y a Ypres, il y a Furnes, il dit Furnes et la couronne. Il va chez les Anglais aussi alors. Et oui, c'est très amusant. Il décrit par exemple les kilts qui creusent dans le sable, parce qu'il faut rappeler aussi que c'est plein d'humour. C'est ça qui est extraordinaire. Ça décrit à la fois la souffrance épouvantable, la révolte, parce que pour lui, les Allemands de l'époque, ce sont des Boches. Il le dit clairement. Il dit ce sont des gens à fusiller, etc. Il parle de l'empereur d'Allemagne dans ces termes-là. Voilà. Mais en même temps, c'est plein d'humour quand il décrit les gens en kilt avec les gros poils sur les mollets en train de creuser dans le sable d'Ostende. Il faut dire aux téléspectateurs qui ne seraient pas familiers d'Albert Londres, correspondant de guerre pendant la Grande Guerre, qu'il y a une première série de reportages d'Albert Londres, c'est d'ailleurs ces reportages qui l'ont fait connaître. Le premier, je crois de mémoire, était sur le bombardement de la cathédrale de Reims. Oui, il a commencé à écrire, à couvrir la guerre, comme on dirait aujourd'hui, en 14. Mais je trouve que les passages que vous avez choisis, qui sont après 17, sont plus intéressants parce que moins cocardiers. Les passages de 14 sont quand même... Ça s'intitulait pourtant Contre le bourrage de crâne, mais c'était quand même... je dirais, du reportage qui marchait au pas. Tandis qu'en 17, il a une beaucoup plus grande liberté. Une vision plus distanciée. Exactement. C'est un journaliste beaucoup plus mature. Et même si l'indignation persiste, parce qu'il était difficile de ne pas être pour son camp et pour sa patrie à l'époque, elle est tempérée par un œil qui est moins, je dirais, moins au premier degré, qui est plus... il avait cette formule, il avait deux formules que tout le monde connaît, mais qu'il est bon de rappeler. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les héritiers d'Albert Londres, couronnés par le prix éponyme, les appliquent toujours. La première formule, c'était « il faut porter la plume dans la plaie », ce qu'il a fait abondamment, et c'était pas du tout politiquement correct toujours, même si évidemment il y avait de la censure. Et la deuxième formule que beaucoup de journalistes d'aujourd'hui
prétendant au prix Albert Londres ferait bien de méditer, c'était la seule ligne d'un correspondant de guerre, c'est la ligne des chemins de fer. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il est à la fois patriote, bien sûr, on ne pourrait pas ne pas l'être à l'époque, plongé dans cette ambiance, et en même temps libre dans les regards, dans les jugements qu'il porte. Et l'audio, là aussi, donne une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus poignante que la simple lecture très des textes. émouvant. Mais il est jeune à l'époque. Il en est à ses débuts de journaliste. Il n'en est pas à ses débuts. Il a commencé bizarrement comme journaliste parlementaire. Il est né en 1884. Donc il n'est pas si jeune que ça. Il a 30 ans, 14, ouais. d'accord. Ouais. Il a Oui, commencé c'est comme correspondant parlementaire. En gros, il était le petit jeune à qui on demandait d'aller recueillir les bruits de couloir à l'Assemblée. Il a démissionné et puis... Il a fait autre chose après. Il a fait autre chose, oui. Et il a commencé dans le Petit Journal. Et là, Ceux-ci sont des extraits du Petit Journal qui sont... Il a collaboré aussi au journal de Clémenceau, dont il a été viré avec perte et fracas, probablement parce qu'il avait lui aussi appliqué l'une ou l'autre, ou voire les deux, des maximes que je viens d'énoncer. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ce sont des textes de très grande qualité littéraire, mais en même temps c'est un regard, et encore une fois l'audio apporte beaucoup. J'aime bien cet acteur parce qu'il rend beaucoup la fougue, et il a une voix un peu brûlée aussi qui évoque bien le sacrifice de tous ces gens. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est le regard d'Albert Londres sur la mécanisation de la guerre. Très intéressant. Remarquable. Voilà, nous avons Il y a une description, si vous me permettez, je le redis parce que je viens de le réécouter dans la voiture. Il décrit les poilus, ça pourrait être les Felgrao, qui montent en ligne, chacun a sa spécialité. Voilà. C'est vraiment le terrorisme appliqué à la guerre. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des héros, ce sont des ouvriers qui montent à l'usine avec les horaires, avec les outils et avec les moyens de ce qu'ils vont faire. Ça confirme tout à fait les analyses de notre ami Rémi Porte. Exactement. Qui montre comment, entre 1914 et 1918, on est passé d'une guerre de type napoléonien à une guerre industrielle radicalement différente. Ou la présente la scénographie de Jean-Pierre Vernet, un mot où on commence avec l'odeur du crottin de cheval et le bruit des sabots, et où on finit avec les chars et l'aviation qui va bombarder dans la profondeur. Donc une déshumanisation aussi. Oui. Et alors aussi les formes nouvelles, parce qu'il parle évidemment de l'hypérite, des gaz moutardes, etc. Et il parle de l'horreur du masque, le masque à gaz qui vous empêchait de respirer librement. Tout ça est décrit, et donc je trouvais, moi qui enseignais longuement en terminale l'histoire, je n'ai pas été que prof de lettres, j'étais prof aussi d'espagnol et d'histoire, et j'enseignais l'histoire, et je leur parlais toujours des formes nouvelles de la guerre en 14-18 et justement au tournant 17, et je trouve que tout ça, en 80 minutes, on peut avoir vraiment une bonne idée, je pense, de ce qu'a été la guerre 14-18, aussi bien au point de vue humain qu'au point de vue, technique, politique, voilà. Un témoignage extrêmement précieux, une synthèse. Et vous l'avez dit très modestement, mais je renchéris. À une époque où les éditeurs ont pris le train en marche avec allégresse et publié à peu près tout et n'importe quoi sur la Grande Guerre, vous étiez prépositionné, comme les éditions italiques, je glisse un peu de satisfait. Nous avons sorti les 300 jours de Verdun pour le 90e anniversaire. Le livre est toujours là, il se vend toujours bien. Donc vous avez sorti Albert Londres pour le 90e. Alors évidemment, certains libraires disent « Ah oui, mais c'est pas des nouveautés ». Je dirais que si tous les éditeurs qui sortent des, ouvrez les guillemets, nouveautés, fermez les guillemets, sur la Grande Guerre étaient aussi nouveaux que ce que vous avez fait avec ce livre de Londres, ce serait formidable. Un jour, les grands classiques ne sont plus des nouveautés. Ouais, voilà, mais c'est le problème que nous avons. Nous avons toujours travaillé le fond. Et les gens nous demandent toujours qu'est-ce que vous avez fait dans les 3 derniers mois. Et je leur dis, mais vous savez, Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, Le Balcon en forêt, ou pour prendre des auteurs belges que j'ai toujours soutenus, cette merveille de La petite dame en son jardin de Bruges qui décrit l'histoire d'un petit-fils qui est amené chez sa grand-mère à Bruges, de l'académicien Charles Bertin, eh bien, qu'importe que ça ait plus de 3 mois, c'est une merveille, c'est intemporel. Les 3 mousquetaires, voilà, les 3 mousquetaires que nous avons enregistrés en intégrale. Toujours par Alain Carré, voilà. qui est absolument, je ne le répéterai jamais assez, il est parfait. Vous avez raison de le dire sur Albert Londres, vous avez pris un autre comédien
qui est moins classique. Moins et je classique. crois que ça convient assez bien, peut-être même Et mieux. c'est lui qui lit aussi la bataille de l'Èbre. On Voilà. l'a pris pour les choses de combat. C'est une voix moins classique. Moins polissée, voilà, moins c'est ça. lisse, ouais. Tandis qu'Alain Carré a une diction d'une perfection incroyable. C'est Alors même, justement, c'est même Jean-Pierre habitant. Thurberg, vous avez adoré cette version du balcon en forêt de Julien Gracq. Oui. Un mot sur ce... Parce que là, on est en ça va 39. ça va être dur de me dire En qu'un mot 39, il ne Oui. se passe rien. Et en fait, c'est ce qui se Écoutez, passerait, je ne sais pas combien d'heures. si vous me permettez, Oui, je vous grâce dis... qu'il soit rendu, parce que c'est vraiment 5h35 de pur bonheur. Je voudrais juste vous dire, en fait, on a commencé... Donc, je suis amoureux des lettres et de la littérature et je voulais absolument, ça n'existait pas, qu'on enregistrât cette merveille de Nerval, Sylvie. Oui. Proust dit de Sylvie que c'est le plus beau récit de la langue française. Ça n'existait pas en audio. Moi, mon idée, c'était de le donner à écouter, à entendre à tous les âges. Et je savais que Julien Gracq était amoureux aussi de Nerval. Et donc, je lui ai fait parvenir. Je lui ai fait parvenir l'enregistrement et nous avons su qu'ils se réunissaient avec un ami ou deux le dimanche, ils buvaient un porto et ils écoutaient Sylvie, Les filles du feu de Nerval, lu par Alain Carré. Et c'est grâce à ça que Julien Gracq, qui est quand même un des plus grands auteurs de la langue française et du XXe siècle, a dit, eh bien, alors qu'il a toujours refusé jusqu'au livre de poche, vous n'avez pas un livre de Gracq en livre de poche, il a dit, c'est un honneur immense, eh bien alors, ok, enfin il n'a pas dit ok, d'accord pour le livre audio, mais à condition que ce soit l'acteur qui a lu Sylvie. C'est pour expliquer quand même comment on a ce bâton de maréchal dans notre catalogue qui nous est fortement envié. Et vous pouvez en être fier. Je l'ai écouté et je dois vous dire que c'est effectivement une merveille. Alors, je vais être sordide. Le prix de cette œuvre... Ah, mais c'est pas sordide, écoutez. Donc, 5h35 d'enregistrement. Voilà, la plupart de nos CD sont à 19,99, mais les Gracq sont à 24,99 en CD matériel. Donc, quand vous avez le coffret. Par contre, ils sont un peu moins chers en téléchargement. En MP3 directement via notre site. Voilà un prix bien... Un mot pour raccrocher. C'est le prix du livre, en fait. Un mot pour raccrocher Julien Gracq et l'émission historique dans laquelle nous sommes. En fait, Julien Gracq était officier de réserve. Il a servi en Ardennes pendant la drôle de guerre et il décrit avec le talent et le génie qui est le sien cette drôle de guerre passée dans une maison forte perdue au milieu de la forêt d'Ardennes. Et il arrive, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à traiter, alors je ne sais plus combien de pages fait le livre, je crois que c'est 500 et quelques pages, il arrive à traiter... Peut-être moins. Il arrive à traiter cette période durant laquelle il ne se passe rien, de façon absolument extraordinaire. On vit dans l'Ardenne, on vit dans la maison forte, et on a le sentiment, ce qui est un grand classique chez Gracq, de cette tragédie qui s'avance, on le retrouve dans le Rivage des Syrtes, cette tragédie qui s'avance contre laquelle nul ne peut rien. Et je dois dire que par les temps qui courent avec la période que nous vivons, ça a des répercussions et des échos assez inquiétants pour nous. Mais vraiment, c'est indispensable ce livre. C'est une écoute merveilleuse. Et Gracq écrit, c'est le temps qu'une fichue guerre devienne une guerre fichue. Belle formule. Très belle formule qui... Non, c'est une vraie réussite. Je pense qu'effectivement, c'est votre bâton de maréchal. Alors, le temps avance très très vite. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour 2 petits livres CD. Là, ce ne sont pas des livres, mais là, ce sont des livres CD plutôt destinés aux enfants. À la jeunesse, mais comme je dis, La Fontaine, ce sont aussi bien des petits-fils qui l'offrent à leurs grands-parents que des grands-parents qui l'offrent à leurs petits-fils. Et c'est totalement charmant avec des dessins merveilleux qu'on essaiera de montrer à nos téléspectateurs. C'est vraiment charmant et là aussi c'est une grande réussite. Donc il y a le musicien et le fabuliste La Fontaine avec une musique de Bach. Je vous laisse en parler. Vous avez souhaité un contrepoint musical. Oui, c'est ça. Chaque fable d'abord est superbement illustrée par Odile Santi. Elle est dite sur le CD par Alain Carré et entre chaque fable pendant que l'enfant ou l'adulte
adulte regarde les images, il écoute un musicien de l'époque de La Fontaine. Donc c'est remettre La Fontaine dans son contexte musical. Et je dois dire, comme vous dites, ça fait un contrepoint très très agréable. Ce livre a eu pas mal d'honneur. Il a été sélectionné parmi les meilleurs livres illustrés plus CD par les bibliothécaires de Paris, notamment. Il est passé à la TV suisse, chez des confrères de la télévision suisse, et il est distribué par les Belles Lettres. Donc on peut le trouver. Aussi, le prix, vraiment sordide. Pour un livre, c'est un livre avec CD qui est relié, qui est entièrement fabriqué en Europe, ça je tiens à le dire, parce que la plupart des livres que les gens achètent maintenant sont fabriqués en Chine par des malheureux petits Chinois. Ici, tout est fait en Europe et il vaut 19,99, ce qui est le prix du CD. En fait, quelque part, on offre le livre. Et il est cousu. Donc c'est un livre cartonné et cousu. Alors le deuxième titre, c'est La Fée aux gros yeux de George Sand. J'avoue que je ne connais pas ce texte, mais c'est une façon de découvrir aussi peut-être les contes un peu paysans de George Sand. Eh bien là, pas tellement, parce que ça se passe en Irlande. Enfin là, c'est Elsie qui a une préceptrice qui est irlandaise. Ça ne se passe pas nécessairement. Et on a la petite cloche. Je voulais retrouver le plaisir de l'enfance chaque fois qu'on tourne les pages. On a la petite cloche. Voilà. Et c'est une grande voix de la radio belge qui lit Alexa Parr. Une mise en garde quand même, attention, ces CD sont addictifs. Avec tout ça, on n'a pas parlé de Lamartine. Très vite, vous avez un Charlotte Corday, Ange de l'assassinat, d'après le texte de Lamartine. C'est le texte intégral. Un mot sur Charlotte Corday, quand même. Oui, sur Lamartine, qui publie son histoire des Girondins, à un moment, sous la monarchie de Juillet, où on commence à relire la Révolution française avec un regard renouvelé, avec des interprétations différentes, après la période de rejet complet qui avait correspondu à la Restauration. Lamartine a une sensibilité favorable aux Girondins, qui étaient partisans d'une certaine décentralisation, qui ont été les victimes de la terreur robespierriste. C'est donc une étape dans les lectures successives de la Révolution. Alors il nous raconte bien sûr l'aventure de Charlotte Corday. On connaît son histoire, cette jeune fille normande qui vient à Paris pour assassiner Marat le 13 juillet 1793 et qui va assumer pleinement son acte avant d'aller à l'échafaud, qui a été ensuite perçue comme une héroïne pour le camp contre-révolutionnaire. En réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées que cela, puisqu'elle était en fait favorable en ses débuts à la Révolution. Elle était favorable, certes, à l'insurrection fédéraliste qui s'est développée en Normandie, notamment à Caen. Mais on ne peut pas la confondre avec la contre-révolution de l'émigration ou de la Vendée, par exemple. Il a une très belle formule, Lamartine, il l'appelle l'ange de l'assassinat. C'est un oxymore. C'est un très bel oxymore. Alors il idéalise un tout petit peu, quand même. Oui, mais laissons-nous emporter par ce destin. Alors le temps qui nous est imparti est écoulé, donc on va vous remercier. Merci beaucoup. Vous dire un immense bravo pour votre travail. Merci d'être venu spécialement de Belgique. Je croyais qu'on avait fermé les frontières. On a un pied de chaque côté, nous, de toute façon. Chers amis, n'oubliez pas les éditions Autrement dit, vous les trouverez facilement, ne serait-ce que sur Internet. Oui, en ligne. Et vous passerez des heures en voiture ou chez vous. Merveilleuse. Merveilleuse. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.